Comment la monnaie est-elle créée? D'où vient-elle? Qui en bénéficie? Et à quoi sert-elle? Qu'est-ce qu'un système monétaire? Et quelle en est la base monétaire? Pendant des siècles, les mécanismes du système monétaire sont restés cachés aux yeux indiscrets de la population. Son impact, tant au niveau national qu'international, est sans doute ultime. Car c'est le système monétaire qui fournit les bases de la domination internationale et du contrôle national. Aujourd'hui, alors que ces fondements sont ébranlés par les crises, la nécessité d'un dialogue ouvert et honnête sur l'avenir du système monétaire n'a jamais été aussi grande. Cette crise économique est comme un cancer. Si vous attendez, cela empirera comme la maladie. Préparez-vous plutôt à la crise. Ce n'est pas le moment de croire que le gouvernement va régler cela. Ce ne sont pas les gouvernements qui dirigent le monde. C'est Goldman Sachs qui le dirige. Nous sommes à la veille d'une tempête parfaite. Dans l'opposition se trouvent des intérêts corrompus et bien établis, dissimulés dans les couloirs du pouvoir, pour lesquels il n'y a aucune raison de renoncer à des privilèges qu'ils estiment mérités. A-t-il un plan de réforme pour le NHS? Non. A-t-il un plan de réforme de la police? Non. A-t-il un plan pour réduire le déficit? Non. Faites-vous confiance au gouvernement? Calmez-vous et comportez-vous comme des adultes. Et si vous ne pouvez pas, car cela vous dépasse, quittez la chambre. Sortez, nous nous débrouillerons sans vous. C'est la station d'alimentation des fraternités bancaires. Ce n'est pas une coïncidence si le boom et la récession sont devenus un véritable problème cyclique aux alentours des années 1700, quand William Patterson a fondé la Banque d'Angleterre. C'est un comportement intolérable pour le public. Non, ce n'est pas drôle. Ce n'est drôle que pour vous. C'est honteux. Le système est intrinsèquement instable en raison du pouvoir international qu'il procure aux partis dominants. Car au cœur de ce système se trouve l'idée de comment obtenir quelque chose pour rien. L'analyse statistique a montré que chaque fois qu'un empire commence à s'approcher de sa propre fin, sa monnaie est dévaluée. Il n'y a pas de guide pour expliquer le fonctionnement de ce système. Par exemple, un chercheur de la BBC travaillant sur un documentaire de Robert Peston s'est rendu à la Banque d'Angleterre et a demandé « Pouvez-vous m'expliquer comment l'argent est créé ?» Et ils ont répondu « Non ». Ce documentaire se propose d'étudier et d'expliquer ce système en constante évolution et l'impact qu'il a à la fois au niveau national et international. Possédé à 97%. Comment l'argent est-il créé? Billets et pièces. En 2010, la masse monétaire totale du Royaume-Uni s'élevait à 2,15 milliards de livres. 2,6% étaient des espèces physiques, soit 53 milliards et demi. Le reste, 2,1 milliards ou 94%, était constitué de monnaie de banque commerciale. 3% de l'argent est émis par la Banque centrale. Lorsqu'elle crée un billet de 10 livres, elle le vend aux banques, qui doivent le payer ou le rembourser intégralement pour l'utiliser dans leur distributeur. Cet argent, sans intérêt, est versé au Trésor et constitue une forme de collecte de fonds pour le gouvernement. C'est ce qu'on appelle le seigneuriage. Seigneuriage, profit réalisé par un gouvernement en émettant de la monnaie.
correspondant à la différence entre la valeur nominale des billets et des pièces et leur coût de production. Imprimer un billet de 10 livres coûte à la Banque d'Angleterre seulement quelques pences, mais elle le vend à sa valeur nominale aux grandes banques. La différence entre le coût et la valeur faciale représente un gain, reversé ensuite au trésor public. Les bénéfices tirés de la création de billets vont au trésor et allègent nos impôts. Environ 18 milliards de livres au cours des 10 dernières années. En 1948, les billets et les pièces représentaient 17% de la masse monétaire totale. Cela a contribué à la capacité du gouvernement à financer la reconstruction de l'après-guerre. Cela comprenait la mise en place du NHS. En 60 ans, les billets et les pièces ont été réduits à moins de 3%. Avant 1844, les billets de banque étaient créés par des banques privées et le gouvernement ne profitait pas de leur création. Avant l'industrialisation, de multiples formes de monnaie coexistaient et l'augmentation de la monnaie fiduciaire parrainée par l'État est un phénomène assez récent. Dans les années 1840, aucune loi n'empêchait les banques de créer leurs propres billets de banque. Elles émettaient donc des billets de papier représentant ce que vous aviez sur votre compte bancaire. Au lieu de retirer des pièces pour payer quelqu'un, ils utilisaient un papier certifiant le montant en banque que l'autre pouvait échanger contre du métal. Avec le temps, ces billets de papier sont devenus aussi valables que de l'argent. Les gens utilisaient les billets de papier au lieu d'aller chercher l'argent réel à la banque. Les banques ont vite compris qu'en créant plus d'argent, elles pouvaient générer plus de profits. Il leur suffit d'imprimer de nouveaux billets, de les prêter et de percevoir des intérêts. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'aux années 1840, où elles ont poussé le bouchon un peu trop loin. Cela a provoqué de l'inflation et a déstabilisé l'économie. En 1844, le gouvernement conservateur de Robert Peel a adopté une loi interdisant aux banques commerciales de créer de l'argent et confiant ce pouvoir à l'État. Depuis, la Banque d'Angleterre est la seule organisation autorisée à créer des billets de banque. Puis tout est devenu numérique. L'argent que nous utilisons aujourd'hui est constitué de nombres numériques que les banques commerciales peuvent créer à partir de rien. La loi n'incluait pas les dépôts à vue, notamment les dépôts à vue détenus dans les banques par les particuliers, ni la monnaie électronique qui représente aujourd'hui la majorité de l'argent en circulation sur nos comptes bancaires. La législation devrait s'adapter à l'évolution de la monnaie électronique et à la façon dont les banques gèrent leurs comptes. L'argent détenu sur les comptes bancaires s'appelle dépôt à vue. C'est un terme comptable utilisé par les banques lorsqu'elles créent des crédits. Les banques suivent le même processus pour créer des prêts. Tout l'argent détenu sur les comptes bancaires est une écriture comptable. La monnaie de banque commerciale. La réalité est que la majeure partie de l'argent n'est ni en papier ni en métal, mais numérique. Ce ne sont que des chiffres dans un système informatique. C'est votre carte Visa et votre carte de guichet automatique. C'est du plastique. Ce sont des chiffres dans un système informatique que vous transférez d'un compte à un autre. C'est une grande base de données et l'argent numérique est ce que nous utilisons aujourd'hui pour payer. C'est ce qui fait tourner l'économie. Beaucoup pensent que l'argent vient du gouvernement ou de la banque centrale, mais ce n'est pas vrai.
Les banques privées créent et contrôlent la majeure partie de l'argent en circulation. Le terme officiel pour cette écriture comptable est monnaie bancaire. Lorsque les banques accordent des prêts au public, elles créent de la nouvelle monnaie bancaire. Lorsqu'un client rembourse un prêt, la monnaie de banque commerciale est détruite. Les banques conservent les intérêts en tant que bénéfice. Il y a beaucoup d'idées fausses sur le fonctionnement des banques. Le Cobden Center a réalisé un sondage dans lequel il a demandé aux gens comment ils pensaient que les banques fonctionnaient. Environ 30% du public pensent que leur argent reste simplement à la banque lorsqu'ils le déposent. Et nous comprenons pourquoi, car chaque enfant a une tirelire dans laquelle nous mettons de l'argent. Puis nous la cassons et nous sortons l'argent pour le dépenser. Les gens croient que la banque est un lieu sûr pour garder leur argent et l'utiliser quand ils en ont besoin. Le 60% restant pense que leur argent est prêté à quelqu'un qui en a besoin. Une retraitée prête son épargne à de jeunes acheteurs, mais en réalité, les banques ne fonctionnent pas ainsi. C'est une astuce comptable. Les banques créent de l'argent, elles ne le prêtent pas. Lors d'un prêt, elles simulent un dépôt en inventant un passif. C'est ainsi que la masse monétaire se crée. Professeur Richard Werner. Actuellement, la création et le contrôle de la monnaie au Royaume-Uni sont largement entre les mains des banques privées. Environ 97 à 98% de l'argent créé est créé sous la forme d'un argent-dette, lorsque les banques émettent de l'argent en circulation sous forme de prêts. C'est un fait souvent mal compris. Ce n'est ni une théorie du complot, ni une idée absurde, mais la description officielle de la Banque d'Angleterre du processus. Lorsque les banques accordent des prêts, elles créent de l'argent frais. Le secteur bancaire est le principal créateur de monnaie. En accordant des prêts, les banques créent des dépôts pour les emprunteurs. Paul Tucker, gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre. Quelques économistes comprennent le fonctionnement du système monétaire, mais ne pas comprendre comment l'argent fonctionne revient à penser que si tout le monde épargne, c'est bon pour l'économie. En réalité, une fois qu'on saisit le fonctionnement du système monétaire, si tout le monde commence à épargner, la quantité d'argent diminue et cela mène à une récession. La plupart des économistes n'ont pas une vision globale et ne saisissent pas tous les aspects du système. Ils comptent sur des hypothèses, des connaissances acquises, sans entrer dans les détails. L'argent est au cœur de l'économie. Sans savoir d'où il vient ni qui le crée, nous ne pouvons pas comprendre son fonctionnement. La majorité de l'argent aujourd'hui est électronique et sa création rapporte directement à celui qui la crée sans coût de production contrairement à l'argent liquide. Ainsi, nous avons obtenu 18 milliards de livres sterling au cours de la décennie, mais les banques ont créé presque 1,5 billion de livres sterling. Entre 1998 et 2007, la masse monétaire britannique a triplé. Les banques ont presque créé 1,5 billion de livres sterling, tandis que 18 milliards de livres ont été créés par le Trésor. Dès qu'on aborde ce sujet, moi, vous ou Positive Money, beaucoup nous prennent pour des fous. Mais le 9 mars 2009, le gouverneur de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, a donné la première interview radiodiffusée d'un gouverneur de la Banque centrale des États-Unis d'Amérique. La veille, il avait renfloué AIG, une compagnie d'assurance, pas une banque, pour un montant d'environ 160 milliards de dollars. Le journaliste lui demande donc, « Monsieur Bernanke, d'où avez-vous trouvé 160 milliards de dollars pour renflouer AIG ?» Est-ce l'argent des impôts que la Réserve fédérale dépense? Ce ne l'est pas. Les banques ont des comptes auprès de la Réserve, tout comme vous avez un compte dans une banque commerciale.
Prêter à une banque revient à augmenter informatiquement son compte auprès de la réserve. C'est similaire, bien que différent, à l'impression de monnaie plutôt qu'à un emprunt. Les banques créent de l'argent neuf chaque fois qu'elles accordent un crédit, achètent des actifs existants ou effectuent des paiements pour leur propre compte, ce qui implique une augmentation de leurs actifs. Lorsqu'une banque achète des titres, tels que des obligations d'entreprise ou d'État, elle les ajoute à ses actifs et augmente les dépôts bancaires de l'entreprise du montant correspondant. La nouvelle monnaie bancaire circule quand les crédits accordés sont dépensés. J'ai constaté que, depuis août 2009 jusqu'aux élections générales, lorsque nous avons essayé d'expliquer le fonctionnement du système monétaire, les gens refusaient intégralement d'accepter qu'une situation aussi étrange puisse exister. Ah non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les banques ne peuvent pas. Elles ne créent pas d'argent à partir de rien. C'est ridicule. Elles ne peuvent pas faire ça. Elles prêtent l'argent de leurs déposants. La plupart des gens ont une idée de ce qu'est l'argent. Ils sont habitués à leur propre façon de gérer l'argent et ils essaient d'appliquer la vision de leur petite économie domestique à l'économie nationale. Et bien sûr, cela ne fonctionne pas du tout. En 2008, les prêts créés par les banques commerciales dépassaient 2000 billions d'euros. En 1882, le rapport entre les billets et pièces et les dépôts bancaires était d'1 pour 12. En 2010, ce ratio était passé à 1 pour 37. C'est-à-dire, pour chaque livre de monnaie créé par le Trésor public, il y avait 37 livres de monnaie créés par les banques. Au cours des 10 années qui ont précédé la crise de 2007, la masse monétaire des banques commerciales britanniques a augmenté de 7 à 10% par an. Un taux de croissance comme celui-ci équivaut à doubler la masse monétaire tous les 10 ans. Ils ont créé 1,5 billion au cours des 10 dernières années. C'est incroyable. De plus, cet argent est distribué en fonction des priorités du secteur bancaire, pas celles de la société. Le secteur bancaire lui-même est passé de 2 500 billions de dollars en 1980 à 40 000 billions de dollars en termes d'actifs. En 1980, les actifs bancaires mondiaux valaient 20 fois l'économie mondiale de l'époque. En 2006, ils en valaient 75, selon les Nations Unies. Comme le montre le graphique suivant, le total des actifs bancaires des banques britanniques en pourcentage du PIB est resté stable à 50 ou 60% jusqu'à la fin des années 60. Par la suite, ils ont augmenté de façon spectaculaire. L'argent à gagner dans le monde aujourd'hui ne consiste pas à produire quoi que ce soit. Il s'agit simplement de formes de spéculation. Créer de l'argent avec de l'argent. C'est la forme d'activité économique la plus rentable et de loin la plus importante qui existe dans le monde actuellement. Aujourd'hui, les banques ne sont plus limitées par le montant qu'elles peuvent prêter ou par la quantité de nouveaux crédits qu'elles peuvent créer à partir de rien. Seule leur volonté de prêter les limites. Il y a 2 problèmes de l'autorisation de la création monétaire par les banques. D'abord, le fait qu'elles créent cet argent en accordant des prêts fait que nous devons emprunter tout l'argent nécessaire à l'économie. Ainsi, pour avoir une économie saine et en croissance, le gouvernement doit mettre en place des stratégies pour augmenter constamment la dette. Le gouvernement ne peut créer du pouvoir d'achat supplémentaire qu'en s'endettant et en nous endettant aussi. Le deuxième problème majeur lié au fait d'autoriser les banques à créer de l'argent est qu'elles sont incitées à en créer plus. Elles créent plus d'argent si elles émettent un prêt. Elles reçoivent des primes, des commissions et d'autres incitations pour prêter le plus possible. Il faut développer une culture de la vente.
Qu'ont-ils fait? Ils ont engagé Andy Hornby, un homme remarquable issu d'Asda, pour transformer la banque selon un modèle de supermarché. Faire confiance aux banquiers pour contrôler la masse monétaire mène à une croissance continue de la dette, jusqu'à l'effondrement quand les prêts cessent. Des politiciens et des journalistes disent que nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous sommes devenus dépendants de la dette. Nous devons réduire nos dépenses et vivre selon nos moyens. Mais ce n'est pas possible dans le système actuel. Tout le monde n'est pas endetté par imprudence. Nous n'avons pas emprunté l'argent aux retraités qui ont économisé toute leur vie. Dans le système actuel, l'argent est une dette. Il est créé lorsque les banques accordent des prêts. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas obtenir de l'argent que par emprunt aux banques. C'est l'inverse de ce que le Tory Party dit. Il faut d'abord épargner pour financer le service national de santé. Parce que les économistes ont confondu ces notions, tant en politique monétaire que dans la pensée économique, et que la majorité des gens restent attachés à l'idée qu'il faut épargner avant d'investir, que nous sommes dans la situation actuelle. Nous comprenons mal le système bancaire, car nous sortons de l'école sans argent et nous entrons dans le monde du travail sans formation financière. Nous travaillons dur tout le mois et, à la fin, quelqu'un dépose de l'argent à notre banque. La logique est simple. Nous travaillons, nous recevons de l'argent, puis nous faisons des économies. En réalité, vous n'auriez jamais obtenu cet emploi si le crédit n'avait pas été créé en premier lieu. Il s'agit d'un malentendu conceptuel très important et le public n'est pas le seul à s'en rendre coupable. Les économistes ne comprennent pas ce genre de choses. L'argent ne provient pas de l'activité économique. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées supposent que si vous avez des entreprises et qu'il y a des gens qui travaillent, que d'une manière l'argent émerge de ce processus, en fabriquant, en cultivant, en vendant et en produisant des choses, que l'argent émerge d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le cas. C'est comme l'huile dans une voiture. Il faut en mettre. Quand je vois David Cameron parler de la nécessité d'une économie axée sur l'épargne, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est ridicule. Cela montre son manque total de compréhension du fonctionnement de notre système monétaire. Ce qu'il dit essentiellement, c'est que nous avons besoin d'une économie sans argent. Si tout le monde épargnait, beaucoup d'argent disparaîtrait à cause des dettes non remboursées. Mais si les gens ne s'endettaient pas, alors ce n'est qu'une blague. Il s'agit d'une compréhension amateur du fonctionnement de notre économie, du système monétaire et de la façon dont l'argent est créé. Je m'amuse vraiment à regarder ce que les gens disent réellement. Ils répètent ce qu'ils ont appris et ça m'agace d'entendre encore. Il faut plus de régulation sur les banques et leurs bonus. C'est un écran de fumée qui masque le vrai problème, le système monétaire et la création de l'argent. Refuser la dette revient à refuser l'argent, sauf le 3% créé sans dette. C'est un paradoxe. Plus le public s'endette, plus l'économie croît, ce qui facilite encore l'emprunt. Le cycle continue jusqu'au surendettement et au défaut de paiement, notamment des prêts hypothécaires. C'est ce qui s'est passé en premier lieu dans l'Amérique des subprimes. Puis, une vague de défaillance s'est abattue sur le pays qui se répercute sur l'ensemble de l'économie. Les banques deviennent insolvables. Une crise financière commence, puis les banques cessent de prêter. Elles ont accordé des prêts excessifs pendant le boom, puis elles cessent alors de prêter et aggravent la récession.
Les gens perdent leur emploi et deviennent encore plus dépendants de la dette pour survivre. Nous avons un système dans lequel nous devons emprunter pour avoir une économie. Nous sommes obligés de nous endetter auprès des banques, ce qui leur assure d'énormes profits. C'est le cycle de l'expansion et de la récession. Et je l'ai déjà dit, monsieur le vice-président, pas question de revenir au cycle d'expansion et de récession. Les prêts bancaires nets doivent toujours augmenter. Chaque livre sterling génère des intérêts que quelqu'un doit payer, même si l'argent semble vous appartenir. Le système bancaire a un impact énorme sur le monde, car il fournit la masse monétaire de notre pays. Nous devons protéger et subventionner les banques, car leur effondrement nous affecte tous. Dire qu'on n'aurait pas dû renflouer les banques montre une méconnaissance du système monétaire. Cela élimine une grande partie de notre argent. Renflouer les banques, c'est maintenir un système voué à l'échec. Le cycle persistera tant qu'on ne séparera pas création monétaire et activité bancaire. Les banques seraient libres. Elles seraient des entreprises normales comme les autres. C'est un problème démocratique majeur. Les banques privées recherchent du profit et créent jusqu'à 200 milliards de livres sterling par an pour les injecter dans l'économie où bon leur semble, dans des produits dérivés toxiques ou dans des bulles immobilières, en rendant le logement plus cher. En 2007, 200 milliards de livres sterling créés de rien ont été injectés dans l'économie, influençant sa forme. Si l'argent peut être créé à partir de rien, son usage doit être démocratiquement contrôlé. Aurions-nous voulu cet argent pour la santé, l'environnement, la pauvreté ou pour rendre les maisons inaccessibles? Il s'agit d'une subvention accordée aux banques pour créer de l'argent qui devrait bénéficier au public et être géré par un processus démocratique. Monnaie de réserve de la Banque centrale. Il existe aussi une autre forme de monnaie, une version électronique des espèces. Un type de monnaie que les banques commerciales utilisent pour effectuer des paiements entre elles. Les grandes banques évitent de transporter de l'argent physique, car c'est dangereux, coûteux et nécessite des agents de sécurité. Elles se paient avec une version électronique des espèces qui est connue sous le nom de réserve de la Banque centrale. Ils conservent cet argent électronique sur des comptes à la Banque d'Angleterre. Le public ne peut pas accéder à cet argent électronique ni ouvrir un compte à la Banque d'Angleterre. Ils vendent l'argent de la Banque centrale aux banques en créant de l'argent de rien, utilisé pour acheter des obligations. La banque donne une obligation d'État, une dette, à la Banque d'Angleterre, qui crédite son compte avec de nouveaux chiffres. En fait, il crée des réserves de banque centrale à partir de rien. La Banque d'Angleterre crée des réserves en créditant le compte des banques chez elle. En retour, la banque de règlement dépose des obligations ou vend des actifs comme garantie. Au total, 46 banques détiennent des comptes de réserve centrale à la Banque d'Angleterre. Les petites banques ou les étrangères ont un compte chez l'une des 46 banques pour gérer les paiements en livres sterling. Avant mars 2009, la Banque d'Angleterre demandait aux grandes banques de règlement leurs besoins en réserve.
Les banques de règlement échangeaient une obligation contre des réserves et s'engageaient à la racheter à un prix fixé à une date future déterminée. Les banques de règlement touchent des intérêts au taux directeur sur leurs réserves. Depuis la crise, les réserves des banques de règlement ont fortement augmenté. L'importance des réserves de la Banque centrale. Lorsque les clients d'une banque transfèrent des fonds de leur compte sur le compte d'une autre personne, une compensation intrajournalière se produit. Le montant de la monnaie de réserve centrale que la banque A à la Banque d'Angleterre est réduit du montant correspondant que la banque B reçoit. Voici l'importance de la monnaie centrale de réserve pour les banques. Avant la crise du crédit, si une banque n'avait pas assez de réserves centrales pour faire face à ses obligations, elle devait alors emprunter des réserves à d'autres banques, avec des intérêts. Seule la monnaie de réserve de la Banque centrale est déplacée. L'argent des banques commerciales est simplement déduit et ajouté. Si vous vendez quelque chose sur eBay, la transaction n'est pas terminée tant que vous n'avez pas l'argent sur votre compte. La plupart des gens veulent voir l'argent sur leur compte avant de conclure une affaire. Les banques aussi, mais elles veulent voir l'argent sur leur compte à la Banque d'Angleterre avant de conclure une opération. Si vous achetez une maison à quelqu'un ayant une autre banque, votre banque demande à la Banque d'Angleterre de transférer la somme sur le compte de la banque du vendeur. Cet argent passera ainsi d'un compte à l'autre à la Banque d'Angleterre. Lorsque cet argent aura été transféré, les banques considéreront que le paiement a été effectué. Elles ne gèrent pas vraiment l'argent de nos comptes, mais un type d'argent spécial utilisé uniquement à la Banque centrale. Des millions de personnes se transfèrent de l'argent les uns aux autres en utilisant seulement quelques grandes banques. Ces banques peuvent tenir un compte sur leur système informatique, mais de nombreux mouvements s'annulent à la fin de la journée. Les 5 grandes banques, RBS, Lloyds, HSBC, Barclays et Santander, détiennent plus de 85% de l'ensemble des dépôts. L'argent de la réserve centrale ne circule qu'entre elles 5. L'argent ne fait que circuler dans ce système. Une pièce d'une livre peut valoir 1 milliard si elle circule 1 milliard de fois. Aujourd'hui, une petite réserve d'argent réel permet d'effectuer une grande quantité de paiements. Juste avant la crise, il n'y avait que 20 milliards d'euros sur les comptes de la Banque centrale. S'il n'y a pas assez d'argent, ils ne peuvent pas effectuer de paiement. Si cela arrive, l'ensemble du système s'effondrerait rapidement. La Banque d'Angleterre a donc la responsabilité de garantir qu'il y a suffisamment d'argent dans le système. L'obligation pour les banques de détenir un montant spécifique de réserve a été modifiée plusieurs fois depuis 1947. À l'époque, les banques devaient détenir un ratio minimum de 32% de réserves, d'espèces ou d'obligations de trésor. En 2006, le système du corridor a été mis en place. Les banques fixaient alors leurs propres objectifs de réserve chaque mois. Les règles ont changé en mars 2009 lorsque la Banque d'Angleterre a introduit l'assouplissement quantitatif. L'assouplissement quantitatif a pour effet de donner gratuitement aux banques de règlement la monnaie de réserve centrale. Dans le modèle de réserve fractionnaire, la monnaie de réserve centrale est ce qu'on appelle l'argent réel, mais le fait est que les banques peuvent en avoir autant qu'elles le souhaitent. La monnaie centrale de réserve est une forme de monnaie fiduciaire sans garantie réelle.
Par conséquent, il n'y a plus une réserve fractionnaire significative. Courte histoire de l'argent. Au cours des 150 dernières années, le développement d'un étalon or s'impose véritablement dans les années 1880 et 90. Il s'agit essentiellement de pays qui s'arriment à une valeur définie de l'or, s'engagent à la maintenir, à l'échanger entre eux pour garantir l'équilibre du système et à ajuster leur activité économique, en la restreignant, l'étendant ou la contractant, afin de préserver cette parité fixe. Ce système se désintègre après la Première Guerre mondiale. Tout s'effondre à ce moment-là. Le système monétaire international ne sera vraiment stabilisé qu'avec les accords de Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale, reliant les monnaies au dollar, lui-même lié à l'or. Le dollar est alors rattaché à l'or et nous nous trouvons en quelque sorte à l'écart de la garantie de l'or, ou qu'il y a une sorte de monnaie solide derrière le papier-monnaie et l'argent du crédit que nous utilisons ici. Vous êtes en quelque sorte à l'écart de tout cela. Après Hiroshima, Tokyo se demandait quand tomberait la prochaine bombe atomique. La question n'a pas duré longtemps. En 1944, à Bretton Woods, les États-Unis et le Royaume-Uni négociaient la manière de gouverner l'économie mondiale. Le système monétaire mondial et ont créé la Banque mondiale, le FMI et une série d'autres institutions destinées à gérer la monnaie mondiale. Il y avait toujours un étalon or, mais il allait être adossé au dollar. Tout l'or du monde avait été transféré de Londres à Fort Knox et toutes les monnaies existantes étaient liées au dollar. Ce système a été conçu pour gérer les déséquilibres et éviter les crises de crédit, connu aussi sous le nom de déficit de la balance commerciale, c'est-à-dire quand ils ne peuvent pas payer leurs factures et leur monnaie s'effondre. Les monnaies étaient gérées et le système était stable, tant que les Américains jouaient le rôle de superviseurs. Alors, qui sait vraiment comment toute cette histoire s'est terminée ? La quantité d'argent nécessaire pour payer la guerre du Vietnam, c'est exactement ce qui s'est passé. Les chocs pétroliers en sont un autre. Cela signifiait que les Américains ne respectaient plus leur rôle dans la gestion du système monétaire. Ils gonflaient la valeur de leur propre monnaie, censée être adossée à l'or et à toutes les autres monnaies. Qu'ont fait les Français ? Ils étaient un peu inquiets que le président Nixon ne soit pas tout à fait honnête. Ils craignaient ce que nous avons décrit, que Nixon imprimait de l'argent alors qu'il n'aurait pas dû le faire. Et ils s'inquiétaient qu'il n'y ait pas assez d'or pour honorer le taux de change du franc français. Donc, ils ont envoyé une canonnière dans le port de New York pour demander poliment son or. Ont-ils récupéré leur or ? Allez-y, devinez. Non, et le système de Bretton Woods a pris fin. C'est à ce moment-là que nous entrons dans l'ère moderne du système financier. La monnaie fiduciaire, moyen d'échange dont l'émetteur ne garantit pas le remboursement en marchandises, mais qui repose sur la confiance. Historiquement, la création monétaire était liée à une marchandise, souvent l'or, mais aujourd'hui elle n'est liée à rien. Aujourd'hui, elle n'est liée à rien, ce qui signifie que notre argent n'est pas garanti. Ce morceau de papier n'est qu'un morceau de papier. Où nous mène-t-il cela ? Si l'argent ne repose sur rien, pourquoi pensons-nous qu'il a une valeur ? Pardon ? Parce qu'on peut toujours l'échanger. Quoi ? Quelqu'un d'autre allait parler. Petite curiosité du latin. Le mot pour crédit vient de... croyance. Exactement. Credere, croire. Depuis l'effondrement de l'étalon or du dollar en 1971 et la dérégulation du système financier, la création monétaire a connu une croissance exponentielle.
Le Forum économique mondial, qui se tient actuellement à Davos, a appelé à un besoin de crédit au sein de l'économie mondiale de 100 billions de dollars. Un billion, c'est 12 chiffres. Donc 100 billions, si vous voulez imaginer, c'est un 1 suivi de 14 zéros. Ils pensent que cette expansion du crédit créera un boom, car il y a maintenant plus d'argent dans l'économie pour réaliser des investissements. L'émergence des monnaies numériques est fascinante. Elles ont tout transformé car elles ont complètement libéré les banques privées de dominer et de créer le système monétaire qui leur convient et qui convient aux banquiers. Croissance et inflation. Si nous voulons une économie en croissance, actuellement, nous devons avoir une dette croissante. C'est une chose que très peu de gens comprennent, et surtout pas les politiciens qui gèrent l'économie, ce qui est effrayant. PIB, produit intérieur brut, valeur marchande de tous les biens et services finaux produits dans un pays au cours d'une période donnée. Plus la masse monétaire augmente, plus d'argent il y a disponible pour être investi dans des voies productives. Il peut également être utilisé pour parier et augmenter le prix des actifs. Une augmentation de la masse monétaire égale à une augmentation relative probable de l'activité économique. Les effets d'une expansion rapide du crédit. L'inflation est une hausse du niveau général des prix des biens et des services dans une économie sur une période donnée. Lorsque le niveau général des prix augmente, chaque unité de monnaie permet d'acheter moins de biens et de services. Au fur et à mesure que la masse monétaire augmente et qu'il y a plus de monnaie disponible, plus d'argent est disponible pour l'investissement, ce qui peut conduire à la croissance, mais plus d'argent est également disponible pour l'achat de biens et la spéculation, ce qui conduit à l'inflation. Essentiellement, l'inflation est ce qui se produit lorsque trop d'argent est utilisé pour acheter trop peu de biens et de services. Donc, il y a trop d'argent pour la production réelle de l'économie. Au cours des 7 années écoulées entre 2000 et 2007, la masse monétaire a doublé. Et la Banque d'Angleterre avait l'impression qu'elle maîtrisait la situation, car les prix n'augmentaient pas tant que ça. Bien sûr, ils ne tenaient compte que des prix pratiqués dans les magasins du coin. Ils ne tenaient pas compte du prix du logement, qui est la dépense la plus importante pour la plupart des gens. De nombreux pays occidentaux subventionnent l'agriculture, ce qui maintient les prix et l'inflation bas. L'augmentation du prix des logements peut donner l'impression de s'enrichir. Mais au fur et à mesure que votre richesse augmente, en réalité, la richesse de vos enfants diminue. En réalité, il n'y a pas de gain réel, car vos enfants paieront encore plus cher pour devenir propriétaires. Il n'y a donc pas bénéfice net. Ils devront gagner encore plus. Ils devront s'endetter encore plus. L'augmentation des prix de l'immobilier ne crée donc pas de valeur nette supplémentaire du PIB pour l'économie. Elle redistribue la richesse vers les personnes qui ont déjà un logement, les plus riches, et la retire à ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété. Permettre au prix de l'immobilier de simplement gonfler est donc un autre exemple de politique très régressive. Cela donne à tout le monde l'impression que les choses vont bien. Les gens dépensent de l'argent pour d'autres choses et retirent des fonds de leur maison. Mais cela ne crée pas de nouveaux emplois. Cela n'améliore pas la qualité de l'économie, ni notre balance commerciale, ni le déficit public. C'est un jeu à somme nulle. En août 2011, 85,5% des prêts à la consommation étaient garantis par des logements. Si quelqu'un crée de l'argent qui ne peut être dépensé que pour le logement, alors le prix augmentera. Entre les années 2000 et 2010,
Les banques ont créé plus d'1 billion de livres sterling en nouvel argent, dont 500 000 milliards rien que durant les 3 années précédant la crise. Cela a entraîné une forte hausse des prix de l'immobilier. Les maisons n'ont rien de spécial. C'est l'afflux inhabituel de capitaux qui a été injecté dans ce marché. L'argent injecté dans l'économie va en grande partie dans l'immobilier, surtout via les hypothèques. Il s'agit d'une augmentation de la masse monétaire dans l'économie, sans hausse correspondante de l'activité, de la production ou du PIB. Ce sont des dépenses non axées sur le PIB qui provoquent l'inflation. Au Royaume-Uni, nous en avons eu à l'appel et nous avons connu un boom immobilier. La principale cause du boom immobilier, à mon avis, est l'énorme quantité de crédits spéculatifs créés par les banques pour acheter des maisons. Si les maisons étaient moins chères, elles seraient plus faciles à construire. On en construirait davantage. Il y aurait moins de maisons gigantesques, où il n'y a presque personne. Londres ne serait pas le centre d'une sorte d'orgie spéculative très riche, où toutes les personnes les plus riches veulent obtenir une propriété à Londres, parce qu'elle est considérée comme un atout majeur. Les maisons seraient considérées avant tout comme des lieux de vie, plutôt que des lieux d'investissement. En fait, si vous êtes une banque et vous devez faire un prêt, vous avez le choix. Vous pouvez accorder ce prêt à une petite entreprise, mais le risque qu'il ne soit pas remboursé est assez élevé, car les propriétaires de ces petites entreprises ont une responsabilité limitée. Ce qui signifie que si cette entreprise fait faillite, la banque ne récupère rien. Il s'agit donc d'un risque élevé comparé au prêt d'argent à quelqu'un qui a des garanties, comme une maison ou une hypothèque. Les banques préfèrent mettre de l'argent dans le logement plutôt que dans une petite entreprise. C'est un vrai problème si on l'étend à l'ensemble de l'économie, car cela signifie qu'il y a une incitation à investir dans la spéculation plutôt que dans l'investissement productif. Nous devons donc réfléchir à la manière de créer un système monétaire qui soit plus équilibré entre l'investissement spéculatif et le productif. Le gouvernement fait preuve d'une énorme réticence à réglementer le marché du logement et la quantité d'argent que les banques investissent dans les logements. Ce sont quelques banquiers qui décident de l'usage du crédit, pas nous. Brève histoire des bulles. Une bulle se produit lorsque le prix d'un bien ou d'un service spécifique connaît une très forte inflation sur une courte période. La première bulle enregistrée est celle des tulipes en 1637. L'idée des tulipes et leur pertinence est la suivante. Elles sont la première bulle et le premier krach financier. L'engouement pour les tulipes noires étant un idéal mythique de ce que l'on pourrait obtenir génétiquement par la culture après de nombreuses générations, est devenu une manie aux Pays-Bas, à l'époque, dans les années 1630. Ils ignoraient que les motifs uniques sur les bulbes de tulipes étaient causés par un virus et non par la génétique. Mais ils les ont échangés au point que les tulipes valaient 10 fois le salaire annuel moyen d'une personne travaillant aux Pays-Bas. Un marché à terme existait pour les bulbes de tulipes, car on peut les planter sans savoir ce qui en sortira. Nous voyons donc déjà, il y a 400 ans, qu'un système monétaire ou financier n'est pas une abstraction, mais qu'il est lié aux États, au pouvoir, au commerce et à la façon dont ils interagissent entre eux. Contrairement aux tulipes, qui sont un luxe jetable, les maisons sont à la fois une nécessité et un luxe. Et elles se prêtent parfaitement à servir de véhicule pour l'argent et à alimenter la formation de bulles. Un logement est peut-être le bien le plus précieux auquel la plupart des gens aspirent. Gonfler les prix des logements de cette manière permet à un pays d'augmenter sa masse monétaire sans affecter les données relatives à l'inflation. Le pouvoir d'achat supplémentaire ainsi créé augmente la richesse perçue par rapport aux autres nations et crée ainsi un pouvoir relatif. C'est un moyen d'accroître le pouvoir monétaire sans investir dans la croissance productive de l'industrie.
La Grande-Bretagne et l'Amérique, où le taux de propriété privée est très élevé, sont des exemples idéaux pour tenter ce type de politique. Je pense que c'était intentionnel de la part des États-Unis, car Alan Greenspan, directeur de la Réserve fédérale, est confronté au krach boursier dans les années 90, a délibérément réduit les taux d'intérêt à presque zéro. Tout le monde pouvait emprunter à très bon marché, et notamment pour acheter une maison, car il s'agit d'un actif. La banque peut alors dire « D'accord, nous ne vous prêtons pas sans garantie, mais vous avez une maison et nous pouvons en reprendre possession. » La banque ne vous le dira pas lorsque vous prendrez l'hypothèque, mais elle peut le faire. C'est cette bulle qui alimente l'expansion telle qu'elle est aux États-Unis et au Royaume-Uni, où quelque chose de similaire se produira au cours de la prochaine décennie. Je pense que c'est aussi le reflet d'une faiblesse sous-jacente de ces gouvernements, qui n'ont tout simplement pas la volonté, voire la capacité de le faire. Mais je crois qu'il s'agit surtout d'une volonté de défier les marchés financiers, de défier le grand capital et de dire « Nous allons faire quelque chose de différent maintenant. Vous devrez vous y plier. Nous avons été élus démocratiquement et pas vous. Pourtant, nous avons le mandat pour agir. » N'oubliez pas que tout cela fait partie du plan. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez voté pour. Aux Pays-Bas, pendant la période d'indépendance vis-à-vis de l'Espagne, le besoin de financer une armée pour se libérer a conduit à une vague d'innovation financière. Ils ont innové en organisant des loteries publiques et à la souscription publique pour réunir de l'argent. C'est l'idée qui a conduit à l'idée des actions publiques, une part de l'action dans laquelle tout le monde pouvait investir, et environ 2/3 de la population investissait dans les bulbes de tulipes dans les années 1630. Après l'indépendance, ces instruments ont été utilisés pour financer l'expansion. Pourquoi un si petit pays a-t-il pu tenir tête contre des pays comme l'Espagne et le Portugal, qui ont bénéficié des avantages de leurs empires pendant plus d'un siècle à l'égard des Pays-Bas? Pourquoi pouvaient-ils rivaliser? Axés sur quelles ressources? Ils disposaient d'un système financier plus efficace, plus évolué et plus large qu'ils avaient innové, et qui leur permettait d'apporter plus d'argent à un moment donné que n'importe qui d'autre, plus rapidement. Incroyable, mais vrai. Comment éviter l'inflation? L'inflation peut être évitée si la quantité d'argent qui entre dans l'économie est régulée pour qu'elle ne dépasse pas l'activité réelle de l'économie. La meilleure façon d'y parvenir, à mon avis, est de s'assurer que l'argent est émis dans l'économie uniquement pour des investissements productifs, pour des biens et services productifs. Ainsi, l'argent est utilisé pour aider une petite entreprise à démarrer qui crée des emplois et du pouvoir d'achat supplémentaire, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'inflation. Au cours de leur histoire, presque toutes les banques centrales ont utilisé des formes de régulation directe du crédit. La Banque centrale déterminait la croissance nominale souhaitée du PIB, puis calculait le montant nécessaire de la création de crédit pour y parvenir. Elle répartissait ensuite cette création de crédit entre les différentes banques et les différents types de banques, ainsi qu'entre les différents secteurs industriels. Les crédits improductifs étaient supprimés. Il était donc quasi impossible d'obtenir un crédit bancaire pour des opérations spéculatives à grande échelle, comme les fonds spéculatifs actuels. La Banque mondiale a reconnu dans une étude de 1993 que ce mécanisme d'intervention dans l'allocation du crédit était au cœur du miracle économique de l'Asie de l'Est. Il y a toutes sortes de choses que les gouvernements ont faites dans le passé, avec beaucoup de succès dans quelques cas, et souvent sans succès dans notre pays. Mais les exemples qui me viennent à l'esprit sont ceux de la Corée du Sud et du Japon. Souvent l'Asie de l'Est, où les gouvernements étaient assez ciblés sur la manière dont ils allaient rééquilibrer l'économie, en choisissant des secteurs et en décidant où l'investissement devait avoir lieu. Cela doit commencer à se produire au Royaume-Uni, car nous sommes dans une récession de la demande plutôt que dans une crise de l'offre. Il faut un système où le crédit est investi dans des voies productives, dans la construction de liaisons ferroviaires à grande vitesse et la construction des maisons, plutôt que de donner de l'argent aux gens pour gonfler les prix des maisons.
C'est donc très simple. Le système actuel est conçu pour ne pas le faire. La création d'argent par les banques privées à des fins non productives provoque une véritable inflation et, en tant que telle, elle constitue une taxe sur le pouvoir d'achat du moyen d'échange. Baisse du niveau de vie. Les chiffres du Royaume-Uni sont assez frappants. Les revenus réels médians moyens, pour la partie située au milieu, ont diminué au cours des 8 dernières années. Ils sont en forte baisse dès que nous entrons en récession, la plus forte depuis les années 1930, de sorte que le revenu réel diminue. La monnaie fiduciaire créée par les banques permet aux banques privées d'aspirer les richesses de l'économie et entraîne, au fil du temps, une baisse progressive du niveau de vie. À mesure que les gens s'appauvrissent, ils deviennent encore plus dépendants de la dette. Et à une époque où l'efficacité et la machinerie se sont considérablement améliorées. Si l'on remonte aux années 60, nous nous attendions à ce que l'économie se développe, à une ère de loisirs, des programmes télévisés qui disaient « Qu'est-ce que les gens vont faire de leur temps libre ?» Aujourd'hui, nous avons des gens qui travaillent plus dur que jamais, qui dépensent plus que jamais. Tout le monde dépense plus, mais vous ne profitez pas réellement de ce que vous dépensez si vous devez dépenser l'argent en frais de garde d'enfants, de déplacement domicile-travail, etc. Des coûts que les gens n'avaient pas à payer dans le passé, car ils pouvaient se rendre à pied à leur travail et que l'un des membres de la famille pouvait rester à la maison de manière permanente. En réalité, notre situation est pire. De nos jours, tout le monde est soumis à des pressions énormes. Je suis consciente que mes 4 neveux et nièces vivent des moments difficiles. Ils vont se retrouver à devoir travailler très dur juste pour avoir un toit au-dessus de leur tête. Les gens s'appauvrissent en termes réels. C'est à cause de l'augmentation des prix, car les banques injectent dans le système cet argent inhabituel. Et elles le créent sous forme de dette, donc en même temps que les prix augmentent et que les choses deviennent plus chères, nous nous endettons de plus en plus. Notre richesse et le rendement que nous obtenons en travaillant sont de plus en plus faibles. Il est impossible de lutter contre la pauvreté lorsque l'on dispose d'un système financier et un système monétaire qui distribue l'argent des pauvres vers les riches. Toute tentative de distribution dans le sens opposé, c'est effectivement pisser dans le vent. Si l'on considère des questions telles que l'accroissement des inégalités, une solution est de mettre en place un système fiscal redistributif. Vous taxez les riches et vous donnez de l'argent aux pauvres. Il s'agit de déplacer un peu d'argent vers le bas de l'échelle. Mais nous oublions complètement le fait qu'il existe un autre système de redistribution qui consiste à prendre l'argent des pauvres pour le donner aux riches. Alors vous n'allez pas vraiment vous attaquer à cette inégalité et le fonctionnement d'un système monétaire axé sur la dette garantit que pour chaque livre d'argent, il y aura une livre de dette. Cette dette retombera normalement sur les pauvres, les classes moyennes inférieures. Ces personnes se retrouvent endettées et finissent par payer des intérêts sur cet argent, qui retourne ensuite dans le secteur bancaire et est distribué aux personnes travaillant à Londres ou à Wall Street. Dans l'ensemble, ce système distribue l'argent des pauvres vers les riches, des régions les plus pauvres du Royaume-Uni vers la ville de Londres. Et il distribue également l'argent de toutes les petites entreprises et les petites usines du Royaume-Uni dans le secteur financier. Nous avons un système où la création monétaire se fait sous le même toit, que l'organisation qui en tire profit en reliant emprunteurs et prêteurs, la banque. Ainsi, une banque crée la masse monétaire de notre pays et accorde des prêts à des fins lucratives. Le gouvernement ne peut pas permettre la faillite du système bancaire, car si c'était le cas, plus de 97% de l'argent disparaîtrait. En cas de crise, le risque est transféré aux contribuables.
Mais même en temps normal, les banques reçoivent de nombreuses garanties et d'avantages au-delà du droit de créer de l'argent. Bill, à propos, je sais que la Banque d'Amérique est une très grande banque. Il se trouve que j'y ai 32 $. Entre nous, quelle garantie ai-je que cet argent est en sécurité? Eh bien, tous les dépôts jusqu'à 10 000 $ sont assurés par le gouvernement fédéral à Washington. C'est ma garantie? Oui, monsieur. Avez-vous entendu dire que le gouvernement fédéral a un déficit d'environ 280 milliards de $? Les banques bénéficient d'importants filets de sécurité de la part du gouvernement. Le contribuable garantit 85 000 livres sterling au titre de l'assurance dépôt. Et la Banque d'Angleterre fournit une assurance de liquidité au cas où une banque manquerait de monnaie de réserve. Quelqu'un a écrit qu'une grande banque d'investissement est comme un calmar vampire géant enroulé autour du visage de l'humanité. Il hypnotise les politiciens qui jettent de l'argent aux banques, sans condition, quels que soient les dommages causés. Ils détruisent la planète, obligeant à réduire les choses qui rendent la vie meilleure. Fin des écoles, fin des terrains de jeu, fin des emplois. Les banquiers que nous avons renfloués se sont ensuite octroyés des bonus plus importants que la première vague de réduction des dépenses publiques. La Grande-Bretagne a donné à la banque plus d'argent qu'il n'en a coûté pour envoyer un homme sur la Lune. 6 fois plus. Où est passé notre argent? Qui a laissé les banques s'en tirer et s'enfuir avec l'argent? Les calmars vampires pourront-ils être utiles? Aucun gouvernement n'est encore assez courageux pour les apprivoiser. Peut-être ont-ils besoin d'un plan. Reprendre nos banques. Une dette croissante. Le programme de réduction des dépenses est une tentative du gouvernement de transférer la dette de son compte à celui du public. C'est la réponse du gouvernement au sauvetage des banques, et c'est nécessaire dans un système monétaire axé sur la dette, où l'augmentation du pouvoir d'achat est le résultat de l'accroissement de la dette, et où la diversification de la dette assure la stabilité générale et la confiance du marché. Des politiques telles que l'augmentation des frais d'inscription universitaire, la privatisation des services publics, des actifs et de l'industrie suivent le même modèle. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est qu'il y a un transfert de la dette publique vers la dette privée, ce qui revient essentiellement à transférer le risque des entreprises britanniques et du gouvernement vers les particuliers. Et ce sont les personnes les plus vulnérables qui se retrouveront les plus endettées. Il s'agit donc d'un cadre politique très régressif où le gouvernement s'emploie à transférer le risque vers les personnes les plus vulnérables. Et s'il y a un autre choc financier, un choc pétrolier par exemple, les personnes qui paieront la pénalité seront les plus pauvres de la société ou encore les propriétaires, qui pourraient basculer dans le négatif si les taux d'intérêt augmentent que d'1 ou 2%. La situation deviendra très problématique. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'une solution raisonnable pour le moment. C'est régressif et ce n'est certainement pas juste dans les termes dont le gouvernement parle. Nous ne sommes pas dans le même bateau. Au fur et à mesure que les ressources et les industries du pays sont privatisées, le secteur privé s'endette de plus en plus. En conséquence, plus d'argent est créé et il y a un boom. Cette théorie a été poussée à l'extrême par certaines sociétés de capital privé qui se sont engagées dans une pratique connue sous le nom de rachat par endettement, où une entreprise est achetée à un prix souvent gonflé et où ce prix d'achat est transféré à l'entreprise sous la forme de dette. L'entreprise devient responsable du financement de son propre achat. Ces dettes sont souvent si importantes que l'entreprise doit réduire son personnel, ses salaires et ses activités de recherche. Lorsque vous devez tenir compte des intérêts en tant qu'entreprise et les intégrer dans le prix de vos biens et services, vous devez alors facturer un prix constamment plus élevé car vous vous endettez de plus en plus. Une augmentation de la diversification de la dette entraîne une augmentation de la masse monétaire.
Lorsque la masse monétaire augmente, plus d'argent est disponible, ce qui est la condition d'un boom. Nous pouvons se demander si nous allons sortir de cette récession ou si nous continuerons à avancer comme c'est le cas aujourd'hui. Toutefois, lorsque nous sortirons de cette récession et que la croissance reprendra, regardez ce qu'il advient de la dette. Elle augmentera et continuera d'augmenter, et plus l'économie croît rapidement, plus la dette augmentera rapidement. De 3 à 5 ans, nous serons revenus au point de départ. La dette deviendra trop lourde et les gens recommenceront à faire défaut. C'est en quelque sorte le système dans lequel nous sommes enfermés aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire croître l'économie sans faire croître la dette. Et la dette est précisément ce qui est l'économie. La seule option pour l'avenir est de le réformer et d'empêcher les banques de créer de l'argent sous forme de dette. En corrigeant le système monétaire, nous pouvons empêcher les banques de provoquer une nouvelle crise financière et nous pourrons également rendre inutiles les coupes dans les services publics, les hausses d'impôts et l'augmentation de la dette nationale. Le système monétaire actuel permet au secteur bancaire d'extraire la richesse de l'économie, tout en ne fournissant rien de productif en retour. Comment se fait-il que nous disposions de toute cette technologie, toute cette nouvelle efficacité et pourtant, il faut aujourd'hui 2 personnes pour financer un foyer, alors que dans les années 50, il suffisait qu'une seule personne travaille. La raison n'en est pas que les machines à laver et le reste sont plus chères. C'est à cause de toute la dette et car le secteur bancaire l'écrème au détriment de tous les autres. La croissance du secteur bancaire n'est donc pas une bonne chose. Si le secteur bancaire se développe, c'est soit qu'il devient moins efficace ou qu'il devient un parasite pour le reste de l'économie. Nous pouvons parler d'un secteur bancaire qui représente un 4, 5 ou 6% du PIB, mais qu'en est-il du reste de l'économie? Il représente 96, 95 et 94% du PIB. Nous devons en prendre conscience maintenant. Pour espérer résoudre les grandes questions sociales, il faut d'abord s'attaquer au problème de l'argent. Les plus pauvres dans le monde paient pour les crises, même lorsqu'ils n'ont pas bénéficié des booms souvent imprudents et spéculatifs, comme le boom immobilier en Irlande qui a précédé cette crise. Au cours des 30 dernières années, les écarts de revenus se sont creusés, de sorte que les riches ont beaucoup plus d'argent que les pauvres et les gens ordinaires sont restés les mêmes ou se sont appauvris. L'un des moyens de faire tourner l'économie était de fournir des crédits bon marché, en endettant les gens qui ne pouvaient plus vraiment se permettre d'acheter, afin qu'ils continuent à le faire. Quand l'économie s'effondre, ces mêmes personnes paient encore, bien qu'elles aient souvent été les premières victimes. À la suite de la crise, la Banque d'Angleterre a acheté des titres de créances d'entreprise et les a reconditionnés à des taux d'intérêt plus bas. Pourtant, le citoyen moyen doit payer plus que jamais pour emprunter sur des découverts et des cartes de crédit. Les dettes entre les très riches ou entre les gouvernements peuvent toujours être renégociées et l'ont toujours été dans l'histoire du monde. Elles ne sont pas gravées dans le marbre. C'est généralement quand les pauvres doivent de l'argent aux riches que la dette devient soudain une obligation sacrée, au-dessus de tout. L'idée de les renégocier devient impensable. Pouvez-vous définir exactement ce qui rendrait les investisseurs plus confiants? C'est une question difficile. Personnellement, ça m'est égal. Je suis trader. Ce genre de choses ne m'intéresse pas. Êtes-vous né en Angleterre? Si je vois une opportunité de gagner de l'argent, je la saisis. Pour la plupart des traders, nous ne nous intéressons pas vraiment à la manière dont ils vont redresser l'économie et la situation globale. Notre travail consiste à gagner de l'argent. Personnellement, cela fait 3 ans que je rêve de ce moment. Si vous savez quoi faire, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. J'ai un aveu à faire. Je me couche tous les soirs en rêvant d'une autre récession. Je rêve d'un autre moment comme celui-ci. Je rêve d'une autre récession. Je rêve d'un autre moment comme celui-ci. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent grâce à cela. Bruno, Virginia a fait beaucoup de mal à quelqu'un. Tu devrais l'aider. Regardez l'Europe aujourd'hui et vous verrez que le nouveau Premier ministre de la Grèce, non élu mais imposé, Papadémos, un ancien employé de Goldman Sachs. Le nouveau Premier ministre et ministre des Finances de l'Italie, Mario Monti, un ancien employé de Goldman Sachs. Le nouveau président de la Banque centrale européenne, un ancien employé de Goldman Sachs. Nous voyons ces personnes apparaître absolument partout.
C'est un moyen de retirer au peuple ses pouvoirs et libertés pour les concentrer entre les mains d'un petit groupe tout-puissant. Du peuple, sans le peuple, contre le peuple. L'essentiel est que cette situation soulève la question d'une démocratie où un gouvernement de banquiers s'impose. Ce sont les banquiers qui nous ont plus ou moins mis dans ce pétrin, pour parler crûment, mais c'est une bonne première approximation. Et puis vous dites, d'accord, les banquiers sont les gens qui vont donc nous sortir de là. Et d'ailleurs, ils vont diriger votre pays maintenant. Une véritable question démocratique se pose ici. La crise bancaire a plongé plus de 100 millions de personnes dans la pauvreté. Les statistiques de mortalité des personnes qui tombent dans la pauvreté augmentent considérablement pour toute une série de raisons. La crise bancaire ne s'est donc pas limitée à l'appauvrissement, mais aussi à tuer des gens. Et devinez quoi ? Nous n'avons pas saisi l'essentiel, ni demandé de comptes, ni fait les réformes nécessaires par peur d'aggraver la situation. Et devinez qui a pris les décisions ? Tous ceux qui étaient là au départ. Je pense que vous devez savoir que l'activité de l'un de ces hommes d'affaires est le meurtre. Leurs armes sont modernes. Leurs pensées d'un autre âge. J'étais là quand le secrétaire et le président de la Réserve fédérale sont venus parler aux membres du Congrès de ce qui se passait. C'était autour du 15 septembre. Voici les faits, et nous ne parlons même pas de ces choses. Le jeudi, vers 11 h du matin, la Réserve fédérale a remarqué une énorme réduction des comptes du marché monétaire aux États-Unis. Environ 550 milliards de dollars ont été retirés en l'espace d'une heure ou deux. Le Trésor a ouvert son guichet pour aider, en injectant 105 milliards de dollars dans le système, et s'est rapidement rendu compte qu'il ne pouvait pas endiguer la vague. Les banques ont été prises d'assaut électroniquement. Ils ont décidé de mettre fin à l'opération, de fermer les comptes d'argent et d'annoncer une garantie de 250 millions de dollars par compte afin d'éviter toute nouvelle panique. C'est ce qui s'est passé. S'ils n'avaient pas fait cela, ils estimaient qu'à 14 h, cet après-midi-là, 5,5 billions de dollars auraient été retirés du système monétaire des États-Unis. L'ensemble de l'économie des États-Unis se serait effondré et dans les 24 heures suivantes, l'économie mondiale l'aurait suivi. Aspect interne. Lorsque de l'argent est transféré d'une monnaie à une autre au niveau international, la monnaie de réserve passe de la Banque nationale d'un pays au compte de réserve de la banque étrangère. Les banques étrangères collaborent avec des banques locales pour détenir des devises de réserve sans intégrer le système de la Banque centrale locale. Par exemple, lorsque 1000 livres sont transférés en euros, une banque britannique conviendra d'un taux de change avec une banque de la zone euro, 1,15 € pour une livre. La banque britannique transfère alors 1000 livres de la monnaie centrale de réserve à la banque britannique partenaire de la Banque européenne, et la Banque européenne transférera 1150 € de monnaie de réserve centrale à la banque partenaire européenne de la Banque britannique. Quelles sont les conséquences de l'absence de gestion des monnaies et du système de change ? Dévaluation, spéculation, déséquilibre, que cherchent à accumuler de plus en plus certains pays. D'autres devises. La monnaie de réserve doit être dépensée dans le pays d'origine ou échangée contre d'autres devises. La plupart des banques étrangères n'ont pas de compte de dépôt en dehors de leurs frontières nationales et leurs réserves de change ne reviennent pas en dépôt.
Lorsqu'un pays accumule des déséquilibres commerciaux, il accumule des devises de réserve en cas d'excédent ou dépense ses propres réserves en cas de déficit commercial. La balance commerciale est la différence entre ce que vous vendez et ce que vous achetez à l'étranger. La particularité du Royaume-Uni, c'est que, pendant longtemps, a eu un déficit de ce que l'on appelait balance commerciale visible, qui consiste à échanger des produits visibles. Il s'agit donc de biens que l'on reconnaît, de choses que l'on peut mettre dans des conteneurs, de voitures, d'ordinateurs, etc., de choses que l'on peut voir dans un magasin. C'est un déficit substantiel. Il s'est ouvert au début des années 80 et il n'a pas disparu depuis. Au contraire, il n'a pas cessé d'augmenter. Les réserves de change ne peuvent pas être directement utilisées pour les dépenses intérieures. L'argent ne peut être dépensé qu'à l'étranger ou pour des importations. Un pays avec une forte balance déficitaire compte sur ses créanciers pour financer ses déséquilibres. Des propositions ont déjà été faites pour créer un mécanisme pour équilibrer les déséquilibres. Celle de John Maynard Keynes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sa proposition initiale a donné naissance à Bretton Woods et aux institutions du FMI et de la Banque mondiale. Proposait également une sorte d'union internationale de compensation. Cela concernait plus particulièrement l'aspect commercial plutôt que le financier, mais le principe était qu'une fois les balances commerciales ouvraient, tous passeraient par une banque de compensation internationale. Et cela forcerait tout le monde à réconcilier les déséquilibres apparus dans l'économie réelle. Mais un tel mécanisme n'existe pas. Le déséquilibre commercial net accumulé par le Royaume-Uni est d'environ 800 milliards de livres. Guerre des monnaies. Pendant de nombreuses années, certains pays ont eu des excédents commerciaux élevés et d'autres, des forts déficits. Les pays présentant des déficits commerciaux ont dépensé plus qu'ils n'ont gagné et ils ont dû emprunter à l'étranger, année après année. Les pays de ce type sont les États-Unis, nous-mêmes et quelques autres pays d'Europe. Cela ne peut plus durer. Et il y a deux façons d'y mettre fin. Comme on le constate, sans nouvelle compétitivité, d'autres pays européens risquent de ne plus pouvoir rembourser leurs dettes. Une autre façon de faire, c'est opter pour un plan crédible de remboursement de la dette. Et la livre sterling a chuté de 25% pour rendre les exportations britanniques plus compétitives et encourager les consommateurs à privilégier les produits locaux. Nous avons créé un cadre pour rééquilibrer l'économie. J'en suis convaincu. Une guerre des monnaies ou d'évaluation compétitive désigne la concurrence entre pays pour maintenir une monnaie à bateau de change. Lorsque le prix d'achat d'une monnaie donnée diminue, le prix réel des exportations de ce pays diminue. L'industrie nationale bénéficie d'une augmentation de la demande, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Les exportations britanniques ont semblé moins chères, ce qui leur a permis de se redresser un peu. Mais le reste du monde semble fragile. Elles ont commencé à retomber. Nous faisons face à une forme d'anarchie et, d'une certaine manière, à une anarchie croissante. C'est ce qui s'est passé ces dernières années, lorsque le ministre brésilien des Finances s'est exprimé librement sur la guerre des monnaies, le désir des gouvernements nationaux lorsqu'ils sont confrontés à une récession majeure. Il pense que si nous pouvions exporter davantage, nous pourrions sortir de cette récession. Si nous voulons exporter davantage, nous dépressions notre monnaie. Nos produits deviennent alors moins chers. Tout le monde les achète et nous y gagnerons tous. Le problème, si vous dépréciez votre monnaie, tous les autres s'apprécient par rapport à vous. Leurs produits deviennent plus chers et ils ne sont donc pas contents. Ils veulent aussi se déprécier et l'on peut assister à une série de dévaluations concurrentielles. Pour diminuer la valeur de sa monnaie nationale, une banque centrale nationale vend des devises de réserve sur le marché. Elle crée cette monnaie à partir de rien en tapant des chiffres dans un ordinateur. C'est-à-dire, une banque centrale achète une monnaie de réserve étrangère. Une banque centrale peut créer sans limite, car la monnaie de réserve n'est adossée à aucune marchandise.
Pendant la longue période de la monnaie marchandise, le taux de change dépendait de la quantité d'or, d'argent ou de cuivre contenu dans les pièces de chaque pays. De même, après l'avènement du papier-monnaie et de l'étalon or, le taux de change dépendait de la quantité d'or que le gouvernement s'engageait à payer aux détenteurs des billets de banque. Ces montants ne variaient pas beaucoup à court terme et, par conséquent, les taux de change entre les monnaies étaient stables. Après la Seconde Guerre mondiale, les monnaies ont été adossées au dollar, lui-même garanti par l'or. Ce système a pris fin en 1971. Nous sommes donc en présence d'un système financier moderne où l'argent est organisé de manière chaotique. Il n'y a pas de taux de change car il n'y a pas de système d'étalon or à soutenir. Nous n'en avons donc pas besoin. En fait, nous pensons que le marché résoudra tous les problèmes de change. La valeur relative des monnaies reflète la comparaison entre nos économies. Si l'économie change, la monnaie et le taux de change suivront, portés par le marché et la recherche du profit. Vous connaissez la suite. La valeur d'une monnaie par rapport à une autre est déterminée par le marché. Si plus de gens veulent acheter une monnaie que la vendre, sa valeur augmente. Si plus de personnes veulent la vendre, sa valeur diminue. La valeur est fixée par les banques. Lorsqu'elles achètent et vendent des devises, elles ajustent le taux de change. Dans la dernière étude que j'ai lue en 2007, chaque jour, 3,2 billions de dollars sont échangés sur les marchés des devises. Qui sait quel est le PIB mondial? 50 000 milliards de dollars? Plus haut, Brucey. 60, c'est plus proche. Retenez, ces échanges ont lieu tous les jours. Il y a environ 260 jours ouvrables par an. Il faut quelques semaines pour atteindre la valeur totale des transactions économiques quotidiennes annuelles. Et cela prend quelques semaines. Il est évident que chacun d'entre nous échange des devises assez régulièrement. Si vous allez à l'étranger, vous changez de monnaie. C'est une forme d'échange de devises. Vous échangez vos livres, vos euros ou vos yens, quels qu'ils soient. Cela se produit assez régulièrement et c'est une partie conventionnelle du processus commercial. Les grandes entreprises doivent le faire régulièrement. Quand les gens réalisent que les devises fluctuent entre elles, ils voient l'opportunité de spéculer et de profiter de ces variations. C'est la partie la plus risquée du marché, que la taxe sur les transactions financières vise à réduire, car l'hypothèse est qu'elle génère de l'instabilité pour tous. Ces personnes veulent de la volatilité sur le marché, car c'est ainsi qu'ils gagnent de l'argent. Ils veulent l'encourager et ils l'encouragent en négociant et en spéculant de la manière dont ils le font. En 2010, le marché des changes était devenu le plus important et le plus liquide du monde. Avec une moyenne de 4 billions de dollars, de devises échangées chaque jour. La volatilité crée un besoin. Quelles sont les conséquences pour les petits pays en développement de l'apparition soudaine de flux financiers importants et instables? Que doivent-ils faire pour y faire face? Augmenter la production des produits et en vendre davantage. Réduire les prix et s'appauvrir encore plus. Dès que l'on commence à parler du système international, il devient vraiment très particulier. Il dépend en grande partie de simples sentiments et des croyances sur ce qu'est une économie plus qu'il ne dépend de ce que l'économie peut ou ne peut pas faire en réalité. Cela peut changer très rapidement, car s'il ne s'agit que de l'opinion de quelqu'un sur une monnaie soutenable, alors il peut continuer à y croire jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Si cette croyance change, elle peut changer très rapidement sur un marché financier. Le processus de contagion financière peut se dérouler en quelques minutes ou secondes. Nous pouvons passer d'une économie stable à une économie soudainement fragilisée, et les marchés s'en prennent à vous. Souvent, il suffit simplement d'être voisin d'un pays en difficulté.
La plupart des crises financières survenues dans le monde au cours des 30 dernières années ont été provoquées par des retraits rapides de la monnaie d'un pays ou de toute une région. Ce type d'activité est souvent qualifié de guerre financière. Des grandes institutions se sont bénéficiées, comme Goldman Sachs, où aucune grande banque n'a mieux réussi qu'avec ces arrangements que dans un cadre réglementé. Cela a rendu des gens très, très riches. Il a permis au marché financier de se développer considérablement. Toute personne impliquée dans ce domaine souhaite voir un monde déréglementé. Dans le cas du Royaume-Uni, vous avez un gouvernement qui a ouvertement, délibérément et agressivement disputé contre toute forme de réglementation imposée à ces marchés financiers. Mais personne ne tire les ficelles en coulisses. C'est ainsi que les choses fonctionnent, délibérément, ouvertement, devant vous, le monde tel qu'il est. Il rend certaines personnes très riches et ils en sont très heureux. Il s'agit d'une forme de guerre économique. Une grande partie des changements économiques mondiaux des 30 dernières années découle de cette dette. Cette dette du tiers-monde a donné aux pays riches et aux banques un grand pouvoir sur les régions pauvres riches en ressources que nous utilisons d'une manière très similaire au colonialisme. C'est une forme de pouvoir direct exercé sur ces pays pour les contraindre à agir selon les intérêts des élites les plus riches du monde. Et en conséquence, non seulement les entreprises sont devenues absolument énormes, ont réalisé d'énormes profits et sont devenues omniprésentes, mais le secteur financier est devenu encore plus grand et l'argent à gagner aujourd'hui ne se fait pas en produisant quoi que ce soit, mais uniquement par des formes de spéculation. Faire de l'argent avec de l'argent, c'est la forme d'activité économique la plus rentable et de loin la plus importante qui existe actuellement. Pour se protéger, les pays vulnérables doivent accumuler des devises auprès des pays riches qui créent ces devises à partir de rien. Le premier gouverneur général des Pays-Bas en Indonésie, l'homme qui a construit les routes commerciales et les a fortifiées, c'est-à-dire qu'il a bâti des forts le long de ces routes et combattu les flottes espagnoles et britanniques, a déclaré à propos du développement de l'Empire et du commerce néerlandais. Nous ne pouvons pas faire de commerce sans guerre, ni de guerre sans commerce. Argent et pouvoir. L'impérialisme financier. Les réserves sont donc devenues le moyen de s'assurer contre quoi? La spéculation, les attaques spéculatives, la chute des marchés, les bulles. Quand un pays succombe à une attaque spéculative, on lui demande de déréguler ses marchés et de conformer son système financier à celui du parti dominant. Le grand problème auquel sont confrontés la plupart des pays en développement ayant connu une crise de la dette, c'est qu'ils ont été informés par le Fonds monétaire international, qui gouverne le système financier mondial, à restructurer leur économie pour sortir de la dette. Il s'agit surtout d'augmenter les exportations pour gagner plus de dollars et pouvoir rembourser sa dette, qui est normalement en dollars ou dans une autre devise étrangère. Malheureusement, il s'est avéré que ce n'était pas du tout le cas. En fait, les pays ont réduit leurs dépenses publiques jusqu'à l'os, si bien qu'ils ont cessé de croître et d'avoir un potentiel de croissance, et ce qu'ils produisaient était destiné au marché de l'exportation, à la création de dollars, etc. Ils remboursaient leurs dettes, mais sans développer leur propre économie. Ils payaient bien plus en remboursement de dettes qu'ils ne dépensaient en santé ou en éducation, et leurs dettes ne cessaient de s'alourdir. Le pays devient un État vassal, permettant aux grandes entreprises d'exploiter ses ressources naturelles et sa main-d'œuvre. Impérialisme financier.
expansion et maintien de la puissance impériale par le biais de la domination monétaire. Il n'y a pas de grand mystère sur ce qui se passe ici et comment le monde fonctionne. C'est très clair. Depuis 30 ans, un phénomène largement répandu, appelé néolibéralisme, s'est imposé. L'idée qu'il faut avoir des taux de change flottants, une faible réglementation des marchés financiers, un minimum d'implication de l'État dans ce que fait le marché, etc. Le monde fonctionne ainsi. Et puis, il y a des institutions, la plus connue étant le FMI, qui tentent activement de faire respecter cet état de fait. Il ne s'agit donc pas d'une personne qui, dans les coulisses, essaie de manipuler les choses, mais d'un phénomène tout à fait manifeste. C'est ce qui se passe, et c'est ainsi depuis le début de ma vie d'adulte. C'est ainsi que le monde fonctionne, enrichissant énormément à une minorité. Ainsi, lorsque le Fonds monétaire international intervient pour tenter d'alléger la dette d'un pays, il impose une série de conditions. Dans les années 80 et 90, cet ensemble de conditions était appelé « programme d'ajustement structurel » et il prenait des formes très similaires partout où il se produisait. Nous pouvons voir ce programme dans des pays comme la Grèce, le Portugal et l'Irlande, où on leur demande de réduire leurs dépenses publiques, de libéraliser leur marché commercial et leur marché des capitaux afin que l'argent puisse entrer et sortir plus facilement de leur économie. L'idée est d'inciter les régions riches à investir, en supposant que cela résoudra tous leurs problèmes. En réalité, cette idée s'est révélée complètement infondée. En fait, cela détruit les industries et les capacités naissantes de ces pays en développement, qui deviennent alors complètement dépendants des biens, des services et des capitaux des pays développés. L'une des choses que le Fonds monétaire international tient le plus à faire, c'est d'inciter les pays en développement à réduire les impôts que doivent payer les multinationales, afin d'encourager davantage leur implantation. Évidemment, cela implique que les profits des multinationales repartent aussitôt, sans réellement bénéficier au pays. Aujourd'hui, de nombreux pays en développement n'ont pratiquement pas d'assiette fiscale. Ils n'ont pas du tout développé d'assiette fiscale. Ils sont donc encore plus dépendants des marchés internationaux, des capitaux et de la création de dettes. C'est pourquoi il y a tant de pays dans le monde qui ont été dépouillés de leur souveraineté. Ces sociétés démocratiques ont du mal à progresser quand leur gouvernement dépend plus du FMI et des marchés financiers que de ses citoyens. Instruments financiers. Depuis les années 70, plusieurs phénomènes ont transformé le système financier, ouvrant l'ère des bâtiments d'acier, brillants et luisants. C'est Londres que je pointe du doigt. Pour compenser l'absence d'un produit de base défini axé sur les matières premières qui sous-tendent les devises, les institutions financières ont développé la titrisation pour gérer les risques. La titrisation, développée depuis les années 70 et 80, visait à stabiliser le système par des innovations financières. Vous aviez un système chaotique qui devait de gérer les risques et d'innover. Il fallait des produits dérivés, d'options et des contrats à terme. Créer également de nouveaux marchés de gestion de la volatilité. Qui sait ce que signifie le terme couverture? Répartir les risques, gérer le risque, s'assurer contre lui, précisément. Jusqu'aux années 60, la Commission des opérations de bourse interdisait les produits dérivés non axés sur des biens réels, les considérant comme des jeux d'argent. Dans les années 60, les contrats à terme sur devises, axés sur les fluctuations des prix et non sur des biens réels, deviennent accessibles à tous. Après l'effondrement des taux fixes, le marché, moins régulé, développe rapidement ses propres produits, supposés plus stables et autorégulés qu'un gouvernement interventionniste. L'hypothèse des marchés efficients, mettre en place un marché financier,
rapide, informé, vigilant, sera donc très stable et reflètera les changements réels dans l'économie. Il ne sera pas animé par la panique, la manie ou les bulles spéculatives. Rien de tout cela ne se produira vraiment. Les fluctuations à la hausse ou à la baisse reflètent des événements réels auxquels les marchés financiers réagissent. L'hypothèse des marchés efficients suppose que les marchés s'autorégulent. Mais la crise de 2008 a montré que cette croyance n'était plus tenable. La pratique se poursuit de toute façon, mais nous ne pouvons plus argumenter comme auparavant. C'est nécessaire ou c'est bon pour le monde? Au cours de la dernière décennie, nous avons eu une nouvelle innovation, un swap de défaut de crédit, un moyen d'acheter une assurance contre la faillite d'une entreprise dans laquelle vous avez investi. En 2002, il valait moins d'1 billion de dollars. En 2007, il valait 60 billions de dollars. En 5 ans. Tout le monde s'est dit que les CDO créés n'offrent pas le type de stabilité qu'ils avaient pensé. Les mathématiques qu'ils contiennent sont complètement absurdes. Titriser les risques et dette comme nous l'avons fait comporte bien plus de risques, surtout maintenant qu'ils sont sans valeur. La complexité de réglementer et façonner un marché financier visant un profit rapide a finalement provoqué un krach spectaculaire. Ce que nous avons vu comme résultat de cette situation très différente, c'est qu'un secteur avant tout s'est développé, le secteur financier. Si le secteur financier profite énormément du système monétaire actuel, ce système n'est ni stable ni équitable. La Banque d'Angleterre considère que les liquidités que nous détenons sont garanties par la dette publique. Le gouvernement peut soutenir ces promesses car il peut taxer le public. Ils impliquent que l'argent liquide est garanti par la dette publique, alors que celle-ci est garantie par la capacité du gouvernement à obtenir de l'argent du public. Au cours des 30 dernières années, la dette privée s'est transformée en dette publique et le prix de cette dette est payé par le public dans le pays débiteur. C'est pourquoi les coupes budgétaires sont nécessaires. Le système est conçu pour rendre certaines personnes très riches aux dépens des citoyens et des contribuables d'un pays. Il abaisse le niveau de vie de la majorité pour répartir cette richesse entre les privilégiés. Depuis le début des années 70, le système financier n'a pas de taux de change fixe et dont les frontières financières sont de plus en plus ouvertes. Les banques centrales doivent gérer sans avoir aucun contrôle, car il n'y a rien à la place de l'or. Chaotiquement, elles doivent assouplir leur politique quantitative et prêter en dernier ressort. Tout au long de l'histoire, les systèmes monétaires ont été conçus pour donner un avantage à la puissance internationale dominante. Et ce pouvoir est fermement défendu et développé. Réforme monétaire internationale. J'aimerais voir un nouveau type de monnaie adossé à quelque chose de rare, dont nous avons vraiment besoin, comme l'énergie renouvelable. Une monnaie adossée au kilowattheure serait très intéressant. Nous devons valoriser les choses les plus rares et indispensables à notre survie. L'adossement d'une monnaie internationale à cela générerait d'énormes investissements dans les énergies renouvelables, si c'était la principale unité de compte internationale utilisée. Une autre option est un panier de monnaies, afin de mélanger la valeur de différentes monnaies pour créer une monnaie très solide.
Il serait encore mieux d'avoir un panier de produits de base pour soutenir les monnaies internationales. S'il était possible, au niveau international, de réunir toutes ces économies nationales de plus en plus concurrentes et de proposer « Asseyons-nous tous pour rédiger un accord à l'image de Bretton Woods, qui permettrait, contrairement à Bretton Woods, d'arrimer certaines monnaies à différents paniers de biens mieux adaptés à leurs économies nationales. Si cela était possible, ce serait une bonne chose. Cela pourrait instaurer un certain ordre en macroéconomie internationale, mais la vraie difficulté est d'ordre politique. Qui le fera? Quelle est la force qui fera que cela se produise? Créer un système monétaire à la fois juste et stable est possible et réalisable. À quoi servent les organisations internationales, sinon à cela? Une partie de la voix off de ce documentaire est tirée du livre « D'où vient l'argent ?» Voici George. George travaillait dans une grande banque de la ville de Londres. Mais un jour, sans prévenir, la banque de George fait faillite. Heureusement, le gouvernement a sauvé la banque et George a gardé son emploi, mais il voulait quelque chose en échange de son aide. Il a exigé une augmentation de l'impôt sur le salaire et les primes de George. Pour quelqu'un dont le mode de vie est très coûteux, un tel choc peut être dévastateur. Aujourd'hui, George a du mal à payer le loyer de son appartement situé au bord de la rivière, dans le centre de Londres. Les pneus de son Aston Martin sont usés jusqu'à la corde et sont à peine homologués. Si la situation de George ne s'améliore pas, ou si personne comme vous ne l'aide, il pourrait finir par passer devant un tailleur de Savile Row et acheter son costume chez Topshop ou Next. Même si George avait quelque chose à fêter, il n'a plus les moyens de s'offrir du champagne. George n'est pas seul. D'innombrables personnes souffrent comme lui, et personne ne sait combien de temps il faudra attendre avant que les beaux jours reviennent. Mais avec votre aide, George peut changer de vie. Un simple don mensuel de votre part peut ramener un peu de soleil dans la vie de George. Avec seulement 95 livres sterling, il pourra fêter ses petites réussites avec un magnum de champagne cristal. Avec seulement 900 livres, vous pourrez aider George à acheter un nouveau jeu de pneus pour son Aston Martin. 2000 € peuvent aider George à retrouver son estime de soi avec un costume d'un prestigieux tailleur de Savile Row. Mais même une petite somme sera utile. Juste 200 livres permettront d'acheter un repas pour George et son ami Expérience. Juste 200 livres supplémentaires couvriront les boissons. En adoptant un banquier, vous ne soutiendrez pas seulement quelqu'un comme George dans un moment difficile, mais également les bars à vin branchés de Londres, les fabricants de voitures de luxe italiens et les tailleurs de Savile Row. Vous ferez votre devoir patriotique en soutenant la plus grande industrie de la Grande-Bretagne en cette période de besoin. Et quand les beaux jours reviendront et que George touchera à nouveau sa prime, les impôts qu'il paiera contribueront à financer les services publics dont vous autres, les râleurs, dépendez. Alors, s'il vous plaît, jusqu'à ce que les bons jours reviennent pour George et ceux comme lui, allez vous faire un don